Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, les bénédictions de Dieu ainsi que sa miséricorde soient sur vous, chers téléspectateurs de nos TV. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 mars 2026. Vous êtes naturellement le bienvenu dans le cadre donc de votre émission Grand Angle. Votre Grand Angle, c'est votre programme hebdomadaire qui vous accompagne chaque vendredi pour traiter des questions d'actualité liées donc à notre pays, mais également à l'échelle internationale. Voilà. Aujourd'hui, nous avons choisi donc pour vous deux thématiques sur lesquelles nous allons vous entretenir, bien sûr en rapport avec notre actualité sur le plan national, mais également sur le plan international. La première thématique, donc, c'est pourquoi un haut Conseil national des sages. Pourquoi un haut Conseil national des sages. Et la deuxième thématique, c'est le dernier sommet de la CEMAC du côté de Brazzaville qui s'est tenu le 22 janvier 2026. Donc, dernier sommet de la CEMAC du côté de Brazzaville en janvier 2026. Voilà donc les deux thématiques sur lesquelles nous allons donc nous étendre aujourd'hui avec nos deux invités que vous connaissez déjà, mais je vais quand même vous les présenter. Alors, à ma droite, nous avons donc M. Nestor Obian. Bonjour, M. Obian. Bonjour, M. Bouka. C'est un plaisir de vous retrouver. Bah ouais, j'essaie de bien me porter. Après plusieurs semaines d'absence. Je ne voudrais pas manquer à nos téléspectateurs qui deviennent de plus en plus nombreux. Ça veut dire que notre travail porte quand même quelques fruits. Machallah, comme on dit. Voilà. En tout cas, tout le mérite revient à nos deux consultants aujourd'hui. Et donc, surtout à ma gauche, nos TV. Bien sûr. Voilà. Et à ma gauche, notre consultant, M. Privan Gomo, OTEP. OTEP, et encore merci. Comment allez-vous? Écoutez, je me porte beaucoup mieux. J'étais triste quand même la semaine dernière, à 7 heures, je pense. J'étais à Bitam, précisément à Bilossi, pour enterrer mon grand frère, le patriarche et dignitaire, ancien vice-premier ministre, Emmanuel Ondomoto. Très bien. Donc, en tout cas, toutes nos condoléances. Que son âme repose en paix. D'accord. Voilà. Et donc là, au moment où notre pays, donc le Gabon, se caractérise donc par la quête perpétuelle de l'efficacité et de l'objectivité de ses institutions, la question sur la création d'un haut Conseil national des sages se pose de plus en plus au regard donc des positions avant-gardistes donc de certains hauts cadres de la République réunis au sein du collectif des sages du Gabon et du Conseil des notables et dignitaires de la nation, au crépuscule donc du régime déchu, qui avait appelé à la mise en place d'une transition quand tout le monde était pris dans la fièvre électorale d'août 2023. Donc ces anciens hauts cadres donc, de la nation, donc dignitaires, avaient appelé donc à la mise en place d'une transition pacifique, politique donc au niveau de notre pays, le Gabon. Voilà, d'où la pertinence donc de cette thématique en rapport donc avec effectivement la création donc d'un haut conseil national des sages, pour lesquels donc nous demandons à la technique de diffuser donc la première vidéo et on se retrouve juste derrière. Autour de cette table, les membres du Conseil national des sages de la transition, réunis pour leur rencontre statutaire mensuelle. Parmi les points évoqués, le régime présidentiel. Si on se réfère à la Constitution de 91, expurger celle-ci de tous les scories qui ont voulu faire de cette première loi, adoptée par référendum, qui ont voulu faire de cette loi une loi prise ad hominem des personnes qui étaient là en place, d'une loi non intemporelle, c'est-à-dire d'une loi qui ne régit que le présent. Pour ces hauts commis de l'État, la nouvelle constitution qui sera votée par référendum devra être inclusive. Ce qu'il me paraît inutile, par les temps présents, d'engager une polémique sur un projet de loi fondamental dont personne ne connaît ni l'esprit ni la lettre. Je crois qu'il faut attendre que les responsables qui ont été commis à nous fournir ces projets de textes nous les fassent connaître. Dans toute loi fondamentale, il y a des fondements. C'est l'intemporalité, l'impersonnalité et la non-discrimination. Cette deuxième réunion statutaire mensuelle du Conseil national des sages de la transition est une opportunité
de revenir sur les origines de la création de cette entité, outre les propositions allant dans le sens d'apporter des amendements à la nouvelle constitution. Voilà, donc c'était donc la petite vidéo qui présentait les deux personnalités aujourd'hui au centre même de la création du Conseil national donc, des sages. Vous avez reconnu Paul Malékou qui est le président du Conseil des notables et dignitaires de la nation et ancien haut dignitaire du pays. Il a occupé des fonctions ministérielles, entre autres, au niveau donc, de notre pays. Il y avait également M. Eugène Revangué, qui est le président du collectif des sages du Gabon et ancien haut cadre de notre pays. Voilà. Donc là, je vais me tourner là pour commencer vers M. Privan Gomo, pour qui donc cette thématique voilà, a beaucoup d'intérêt. Alors, déjà, pouvez-vous déjà essayer de nous planter le décor ou bien nous fixer donc la trajectoire de notre débat avec quelques définitions? Oui, bien entendu. Je vais le faire avec d'autant plus de plaisir que je connais particulièrement Paul Malékou et Eugène Revangué, que j'appelle Papa Malékou et Papa Revangué, qui, de mon point de vue, sont des sages. Et moi, je suis un apprenti sage. En apprentissage chez les sages. Donc, trop de S, hein, pour ne pas se perdre aussi. Donc, nous allons aborder une question importante, celle de l'érection du Haut Conseil national des sages. Il y a des mots, il faut peut-être leur donner une définition pour nous faire comprendre, pour nous faire entendre. Et ces mots sont divers. Il y a le sage, qu'est-ce qu'un sage? Il y a le notable, qu'est-ce qu'un notable? Il y a le dignitaire, qu'est-ce qu'un dignitaire? Et autour de cela, il y a le conseil. Qu'est-ce qu'un conseil? Ou qu'est-ce que le conseil? Alors, dans notre contexte sociopolitique gabonais, parfois, ces trois mots peuvent être confondus. En réalité, il n'en est rien. Et j'ai pris le soin, avant de venir à cette émission, de chercher la définition que donne de manière très précise la Bibliothèque internationale, et je vais la livrer au public ces différentes définitions. Et vous verrez donc les différences qui sont clairement exprimées. Commençons par le sage. Le sage se caractérise par l'autorité morale et l'expérience qu'il a. Le sage tire sa légitimité de son âge, c'est important, de son parcours de vie, tout aussi important, et de sa maîtrise des coutumes, des lois, des traditions. Le rôle du sage, c'est d'être le gardien des traditions et des valeurs éthiques. On le consulte pour sa tempérance, son impartialité et sa vision à long terme. Comme attribut, il a la sagesse. Mais la sagesse n'est pas un titre nommé. La sagesse est une reconnaissance par la communauté sur la base du fait que celui qui éteint le feu, celui qui éteint les palabres et qui donne des bons conseils est un sage. Parlons maintenant du notable. Le notable, lui, se caractérise par l'autorité sociale et locale. Le notable est une personnalité influente au sein d'une communauté spécifique, c'est-à-dire dans un village, un canton, une ethnie, beaucoup plus restreint. Il jouit d'une considération particulière due à son rang social, à sa fortune, au service qu'il a rendu ou à son lignage. Il fait souvent le pont entre la base, les populations d'une contrée, et l'administration. Sa légitimité, elle, est ancrée dans le terroir. C'est une figure de proximité qui possède un ancrage local très fort. Finissons maintenant avec le dignitaire. Le dignitaire, lui, est caractérisé par l'autorité institutionnelle et l'État. C'est une personne qui a généralement exercé de très hautes fonctions, des fonctions républicaines, ancien ministre, président d'institutions, officiers généraux.
Il représente la mémoire d'État. Il est le garant de la continuité républicaine et possède une expertise technique et politique de très haut niveau. Son titre est souvent lié à une décoration, Grand Croix, commandeur ou à un décret. C'est lui que l'on retrouve au sein du futur Haut Conseil national des sages. Donc voyez-vous, quand on regarde ces trois entités, ces trois dénominations, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Le sage, sa source de légitimité, c'est le temps et l'éthique. Et son domaine d'action, c'est le moral, le coutumier, les lois. Le notable, sa source de légitimité, c'est l'influence et la proximité. Et son domaine d'action, c'est le social, le communautaire. Et enfin, le dignitaire, sa source de légitimité, c'est la fonction et le service, généralement le service rendu à l'État. Et son domaine d'action, c'est la politique, c'est la République. Voilà pour ce qui est des définitions. Maintenant, je termine sur la définition liée au conseil. Le conseil peut avoir deux définitions. La première définition porte sur la vie, la suggestion, l'observation, la remarque, la réflexion que l'on peut donner. Que l'on peut donner et qui, généralement, est censé être pertinent. Ça, c'est la première définition. Donc, un avis, une suggestion, que l'on peut prendre en considération ou pas. Et puis, il y a le conseil, on pourrait mettre un grand C, c'est-à-dire une entité qui réunit des personnalités dont la mission est d'apporter un conseil, d'apporter des conseils aux autorités pour que ces dernières décident sur la base d'éléments objectifs et pertinents, dans le sens positif de la nation. Voilà, Monsieur Bouka, les définitions que nous pouvons porter déjà Très bien. à l'entame. Donc c'était une émission à l'endroit de ceux qui nous suivent. Très bien. Alors là, dans mon propos liminaire, j'ai parlé des différentes institutions donc, de notre pays. Entre autres, on a la médiature de la République. Nous avons également ce qu'on appelle la Commission nationale de la démocratie et de la participation citoyenne. Nous avons également la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Nous avons aussi le Conseil économique, social et culturel. Bon, ça fait quand même beaucoup d'institutions qui, au demeurant, on peut établir une espèce de transversale entre ces différentes institutions. Mais déjà... Monsieur Bouka. Mais je vais terminer. Est-ce que vous pouvez déjà nous faire ressortir un peu la différence qu'il y a entre ces différentes institutions? Ou alors, je vais peut-être me tourner vers M. Nestor Obiang. Oui, merci beaucoup. C'est au niveau des définitions. Nous avons donné des définitions sur le sage, le notable, le sage, le notable, le dignitaire. Mais il faut, à côté de ces définitions, montrer le cheminement par lequel ces différentes notions arrivent à leur compréhension générale. Je prends par exemple un dignitaire. On dit en règle générale dignitaire de la République, parce qu'il aura servi la République. Mais la République est servie sous quel titre? Sous le titre d'un régime, d'un système, sous le titre d'un gouvernement. Donc ça veut dire que lorsque nous prenons les définitions telles que nous les avons envisagées, il faut accompagner ces définitions et les mettre dans un contenu. Le contenu, c'est l'histoire à travers laquelle ces différentes notions peuvent se fondre et donc trouver leur véritable signification par rapport à leur définition. Lorsque nous parlons du Haut Conseil des sages, nous créons là une initiative nouvelle qui nous a manqué depuis la naissance de la République en 58-59. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez les paroles de notre hymne national, ces paroles sont des paroles d'une très haute philosophie, d'une très haute sagesse. Mais comment ont-elles été traduites dès lors que les gens ont été amenés, les personnalités ont été amenées à exercer le pouvoir, c'est-à-dire à donner à ce schéma idéalistique
un contenu pratique. Une réalité aussi. Une réalité pratique. Donc, cela nous donne là la possibilité d'étudier, de montrer aux gens les différents angles par lesquels nous entendons faire comprendre à nos compatriotes et à ceux qui le veulent bien, n'est-ce pas, l'exigence de ce haut conseil des sages. Parce que, je le dis d'entame, pourquoi la plupart des intellectuels gabonais, des universitaires, raisonnent suivant les archétypes de ce qu'ils ont appris et non pas de l'originalité de la société dans laquelle ils appartiennent. Nous sommes un pays multiethnique. Nous voulons créer une nation unitaire, n'est-ce pas? Il faut donc quelque chose qui nous ressemble tous. Et pour que ce quelque chose nous rassemble, il faut qu'il y ait des sages, des hommes et des femmes issus de nos différences culturelles, mais qui peuvent porter le socle des paroles de notre hymne national. C'est la seule observation que je voulais faire. Parce que c'est dans l'hymne national qu'on trouve l'idéal de la République gabonaise. Très bien. Maintenant, pour le reste, on peut continuer. D'accord. Alors, donc, je vais revenir vers M. Ngomo par rapport à la question concernant les différences entre ces différentes institutions. On a déjà le Haut Conseil national des sages, qui est en cours de création, d'accord. Nous avons donc ici la médiature de la République. Nous avons également, donc je disais, le Conseil national de lutte contre l'enrichissement illicite. Nous avons le Conseil économique et social et environnemental et culturel. Et la Commission nationale de la démocratie et de la participation citoyenne. Alors, on a comme l'impression que, voilà, on peut se perdre dans tout ça. Alors, quelle différence il y a entre ces différentes institutions? Oui, vous posez là une bonne question. Il faut donc pouvoir débrouiller l'affaire. Elle semble confuse. Elle semble présenter beaucoup d'amalgames. Lorsque on veut faire ressortir des différences, on regarde d'une part les objectifs, les missions que se donnent chacune de ces institutions, et puis l'historique, comme il disait, qui a mené cette institution à la réalité. Si vous parlez par exemple du Conseil économique et social, environnemental et culturel, c'est une structure d'origine française qui figure dans la loi fondamentale française et qui a été repris texto dans la nôtre, sans réflexion. Mimétisme pur et simple. Si vous prenez la Commission nationale pour la lutte contre l'enrichissement illicite, elle nous a été imposée par les institutions internationales parce qu'on estimait qu'il fallait lutter contre la corruption. C'est donc un élément qui nous a été imposé par l'extérieur. Mais quand même, au regard du contexte, on peut dire que c'était quand même une institution qui avait quelque part sa place, puisque, voilà, on a vu qu'au Gabon, la corruption a causé beaucoup de problèmes. Nous sommes d'accord. J'explique d'abord les origines. Très bien. Et je vous montre que ce sont des origines étrangères, les impositions qui nous viennent d'ailleurs. Très bien, parfait. Si vous prenez maintenant le Conseil national de la démocratie qui s'est mué, je crois, en Commission nationale de la démocratie et de la participation citoyenne depuis le dernier Conseil des ministres du 26 février 2026. Ça nous a été imposé par les accords de Paris. De 1994. 1994. Si vous prenez maintenant la médiature, eh bien là, vous avez également une logique occidentale qui nous a été imposée. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, généralement, on n'a pas besoin de médiateurs. Les partis en conflit, les partis belligérants sont ensemble, discutent ensemble, pendant la palabre africaine, qui peut durer longtemps. Et in fine, les positions qui semblaient irréconciliables au début, avec le temps qui a été utilisé comme un instrument positif, finissent ces positions par se retrouver, sans qu'il y ait eu de médiateur. En Occident, généralement, c'est d'abord la guerre. C'est la guerre. Et on essaie de voir qui a le dessus par la force. Et quand on n'y arrive pas, on va chercher une tierce personne, le médian, le médiateur. Voyez-vous? Donc, une logique qui ne correspond pas à la logique africaine. Je vous montre là déjà la grande différence. La grande différence historiciste, si on peut dire, entre les autres institutions et le Haut Conseil national des sages que nous voulons mettre sur pied. Et ce Haut Conseil national des sages, lui, comme disait le grand frère Nestor Obiang, part des tréfonds, d'accord, de l'éthos culturel du Gabon. Et n'est pas une imposition, ou bien n'est pas un mimétisme qui nous viendrait de l'Occident. Voilà pour ce qui est la partie origine. C'est une différence, n'est-ce pas? Bien sûr. Regardons les missions.
Si vous prenez par exemple la médiature de la République, elle a pour rôle de régler à l'amiable les litiges entre, d'une part, les citoyens et l'État. C'est son rôle. Elle doit assurer une médiation sociale et politique entre les différents acteurs. Elle doit agir pour la protection des droits des citoyens. Voilà la mission de la médiature. Elle aide également à la réforme législative. Tout à fait. Ouais. La question qu'on peut se poser, c'est depuis que cette médiature a été créée, quel est son bilan? À quoi sert-elle? Nous avons eu un conflit sur le dossier de la ECG. Ouais. La médiature est sous la responsabilité du président de la République. Ce dernier n'a même pas daigné faire appel à la médiature. Il a fait appel à un député qui appartient à un autre pouvoir, au pouvoir législatif. Ça veut dire que cette médiature mérite quand même qu'on s'interroge sur son utilité. Nous parlons là maintenant du rôle et de la mission. Nous avons vu son histoire. On voit bien que c'est une culture qu'on nous impose et elle a du mal à prendre corps. Et son bilan, pour ma part, je le dis en toute sincérité, me semble très mitigé, pour ne pas dire négatif. Et ce n'est pas là une attaque que je formule à l'endroit de l'actuel président, monsieur, je crois, Boutamba, que je respecte. Mais la structure qu'il a la mission de conduire, pour l'heure, ne semble pas apporter grand-chose à la République et aux citoyens. Parlons maintenant de la Commission nationale de la démocratie et de la participation citoyenne, la CNDPC, qui vient d'être créée et qui remplace le CND. On l'a dit, le CND nous a été proposé par la France, à l'époque où nous entrions, en guillemets, en démocratie. Il fallait donc une structure qui allait nous permettre de développer les nouveaux comportements démocratiques. En tout cas, faire la promotion de la démocratie. Faire la promotion de la démocratie. Bon, 30 ans plus tard, est-ce qu'on a encore besoin de ce tutorat? Il semble que non, puisqu'on l'a remplacé par une commission. Cette commission, quel est son rôle? On dit qu'elle doit promouvoir le dialogue et offrir donc un cadre permanent de concertation entre les différents partis politiques. Combien de partis politiques avons-nous? À l'époque ancienne, on comptait plus d'une centaine de partis politiques. Et environ une trentaine ont participé aux dernières élections. Et il semble qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on compte à peine 5 partis politiques. On compte le RPM de monsieur le vice-président de la République, Barreau Chambrier. On compte l'Union nationale de madame Missambo. Oui. On compte l'UDB de Maïs Mussi, du président de la République. Et puis on compte le PDG de Blaise Louembe. Voyez-vous, 4 partis. Donc de 104 à 4 partis en réalité. Donc, est-ce qu'on a besoin encore d'avoir avec nous ce CND? Non. Voilà pourquoi je crois qu'on a pensé qu'il fallait la remplacer par une commission nationale. Mais je crois que les concertations entre partis politiques pourront se faire plus facilement, car réunir 4 partis est encore beaucoup plus facile que d'en réunir 104. Ouais. Cette commission, doit assurer la médiation dans les conflits qui opposent les différents acteurs politiques. Bon. Et cette commission doit assurer le code de bonne conduite, c'est-à-dire l'élaborer et puis veiller à son application. Et cette commission doit agir pour l'unité nationale. Voilà pour sa première mission, celle de réguler le dialogue politique. Et puis il y a maintenant la nouvelle mission, celle d'observer et d'aider à la décision. Et on constate que dans cette nouvelle mission, il est question de collecter et d'analyser des données, suivre donc la vie politique, les campagnes électorales, et puis identifier les tendances et les enjeux. Et participer à ce que les citoyens véritablement s'impliquent dans la vie politique. Et puis, elle doit éclairer le débat public. Voilà pour ce qui est de la Commission nationale de la démocratie et de la participation citoyenne qui vient d'être créée, on l'a dit, au cours du dernier Conseil des ministres du 26 février 2026. Alors, il y a enfin le Conseil national de lutte contre l'enrichissement illicite. Écoutez, la commission, cette commission, pour ma part, qui suis quand même un observateur, je prétends un fin observateur de la vie politique gabonaise, ne nous a jamais communiqué la liste des Gabonais corrompus. Et
pour chaque Gabonais corrompu l'argent qui a été détourné. Alors que la corruption pose de plus en plus de problèmes. Et lorsque nous avons assisté en mondovision au procès historique de la Young Team et puis de la famille Bongo-Valentin, mais cette commission n'a pas apporté des éléments. À quoi sert-elle finalement? À quoi sert-elle? Donc voyez-vous, nous avons parfois l'habitude de faire du copier-coller. C'est facile, effectivement. On ne fait pas d'efforts intellectuels. Ouais. On se dit ce que les Français ont conçu, ce que les Occidentaux ont conçu sont parfaits pour nous. Et puis, on n'a qu'à les appliquer. Malheureusement, le collage ne passe pas. Et il nous appartient maintenant de réfléchir, non plus sur la base des intrants, des inputs extérieurs, mais sur la base de nos réalités. Et d'avoir une réflexion endogène que nous pouvons mettre sur pied après une réflexion de modernité. C'est la raison pour laquelle ces différentes institutions, pour ma part, ne méritent plus véritablement de vivre. Peut-être la toute dernière qui a été créée en remplacement du CNDL. Mais la médiature, pour moi, devrait disparaître. La Commission nationale de lutte contre les gens illicites devrait également disparaître. Pour ce qui est du Conseil économique et social, bon, c'est une vieille tradition qu'on a. Il faudrait maintenant voir quelle est la part de culture que nous voulons mettre en valeur dans ce Conseil. Mais tous ces éléments me montrent qu'un champ n'a pas encore été vraiment investi. C'est celui qui existait dans la tradition et qui a été perdu. Il faut le réhabiliter. Et c'est en cela que je retrouve la position de mon grand frère quand il dit que nous devons arrêter de nous en tenir aux archétypes de la pensée occidentale, archétype qui est bien connu de nos différents intellectuels, nos différents diplômés, et de plus en plus nous orienter vers une réflexion qui prendrait sa source dans nos traditions. Dans notre ethos. Dans notre ethos. Ouais. Et cette réflexion nous permettrait vraiment de nous adapter aux réalités gabonaises, aux réalités africaines. Et peut-être que cette fois-ci, les structures que nous créons auront une action efficace. Car pour l'heure, je vous le dis très clairement, les différentes structures que nous avons citées là n'ont pas beaucoup montré leur efficacité dans les missions qu'on leur a demandé d'exécuter. Il faut parler de manière, avec beaucoup d'euphémisme en tout cas. Alors, je me tourne vers mon frère Nestor Obiang. Vous avez apparemment quelque chose à ajouter. Ah, mais beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Ouais. Ça pourrait prendre des journées, des semaines. Parce que lorsque nous posons une telle problématique sur la table, mon cher ami, il faut analyser les différents systèmes qu'on nous a imposés. Et sur la base desquels nous fonctionnons jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Maintenant, si nous voulons retourner aux valeurs sources qui fondent notre être dans l'univers, il faut encore là aussi faire un autre travail de recherche. Ce travail de recherche consiste à quoi? Retrouver l'identité, les traditions, les coutumes, les us que nous avions avant l'esclavage, avant la colonisation. Essayer de les juxtaposer par rapport à tout ce qui nous a été imposé et de voir comment nous pouvons sortir de là pour créer un modèle original. J'en veux pour preuve. Vous prenez des pays comme l'Indonésie, vous prenez des pays comme le Japon, vous prenez des pays comme la Chine qui devient aujourd'hui la première puissance économique mondiale, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas suivi le modèle américain ou le modèle français. Ils ont su créer quelque chose d'original, mais ils sont quand même arrivés en tête. Ouais. Nous, ils se sont appuyés sur... les Japonais, même jusqu'à l'heure où nous parlons, c'est une grande puissance économique. Ouais. Mais ils ont conservé leur tradition. Ça veut dire que ce socle-là leur a permis d'exister, de résister à travers le temps et l'espace, parce qu'il y a une sorte de continuité, peut-être pas linéaire, mais une sorte de continuité séculaire entre leurs traditions, c'est-à-dire ce qu'ils sont réellement et ce qu'ils sont devenus par la suite, parce qu'ils s'adaptent et vivent au milieu du monde, ils sont donc obligés de suivre le train de l'histoire, mais tout en gardant leur spécificité. C'est dans ce sens-là qu'on parle très souvent du village universel. Mais le village universel, ce n'est pas d'accepter tout ce que les autres vous disent, c'est d'apporter ce que vous avez de différent par rapport aux autres. Bon, pour revenir au sujet qui nous est à cœur, et je suis d'accord avec lui, mais là nous sommes en train de raisonner comme les Occidentaux. Nous raisonnons là comme des Occidentaux parce que les éléments sur la base desquels nous nous appuyons nous ont été imposés de l'extérieur. Or, ce n'est pas le fruit de notre propre réflexion. Or, ce que nous voulons, à travers la démarche que nous entreprenons, c'est quoi? C'est d'amener
les autorités gabonaises, nos dirigeants, nous disent, ben, écoutez, vous avez été aux États-Unis, en France, en Angleterre, ou je ne sais pas où, vous êtes d'abord avant tous les Gabonais. Les Gabonais des traditions, c'est sur la base de ces traditions que nous devons bâtir notre vivre ensemble. Qu'est-ce qui nous désunit? Qu'est-ce qui peut nous unir? Bon, la désunion, nous la savons. Nous sommes 56 ou 57 ethnies, chacune avec ses spécificités. Mais ce qui nous unit, c'est quoi? C'est la République. Union nationale, c'est quoi? Nous voulons être unis autour d'une nation. Et pour être unis autour d'une nation, il faudrait que, quelles que soient les différences ethniques que nous avions, nous ayons ce qu'on appelle des valeurs centrales, des valeurs pivots que l'on peut retrouver chez le Bapounou, chez le Fan, chez le Nzebi, chez le Bateke, chez le Mbamba, et ainsi de suite. Parce que c'est ce qui fondera ce que nous appelons notre identité nationale, celle d'être gabonais. Prenez le cas de la France. Vous prenez un Marseillais, il est très fier de sa ville, n'est-ce pas? Quand il est en France là-bas, il y a une grande différence entre le Marseillais et le Parisien. Mais quand le Marseillais est au Gabon, il est d'abord français. Vous prenez le Corse. D'ailleurs, quelque chose d'assez curieux, vous voyez l'emblème de la Corse? C'est un drapeau avec un noir. Avec un bandeau, tout à fait. Le Corse, quand il est en Corse, il est d'abord Corse. Mais quand il est au Gabon, il est d'abord français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au-delà des disparités régionales, le breton, le normand et tout ça, ils ont su créer la notion de nationalité française à travers tous les départements de la France. C'est ce qui fait que dans leur politique, dans leurs ajustements, que ce soit au niveau de la République ou hors de leur République, ils défendent avant tout les intérêts de la France, pas les intérêts d'une ethnie ou d'une province ou d'un clan. Donc, lorsque nous posons ce problème, et il est plus profond que nous le disons, nous ne faisons que semer, n'est-ce pas? Peut-être que plus tard, ceux qui vont récolter comprendront la profondeur de la démarche que nous engageons aujourd'hui. C'est-à-dire mettre en place un conseil, un haut conseil des sages dans ce pays. Mais les sages, on n'a pas dit qu'on les va prendre uniquement dans les Suèdes, ou dans le Haut-Ogooué, ou dans le Moyen-Ogooué. Les sages sont ceux qui comprendront la nécessité de porter avec une certaine fierté l'identité nationale gabonaise, de porter avec une certaine fierté le drapeau du Gabon, de dire « je suis gabonais » partout où je passerai. Et c'est ce focus-là, c'est-à-dire cet objectif que le Conseil national des sages devrait d'abord porter comme un héros, n'est-ce pas? Vous savez ce que c'est un héros? Celui qui annonçait les nouvelles au peuple lorsque le roi prenait une décision. Bon, il faudrait que le Haut Conseil sage qu'on veut mettre en place soit capable, au-delà, n'est-ce pas, des disparités de nos différentes sociétés traditionnelles, porter haut cet idéal que nos anciens ont inscrit en lettres d'or. Ça, n'importe quel Gabonais peut le vérifier. C'est dans l'hymne national. Exactement. Voilà notre boussole. L'hymne national du Gabon. C'est la boussole. Il n'y en a pas d'autre. Hein? Parce que c'est une boussole gabonaise. Bon, pour rire un peu, c'est une boussole qui en plus est très bien placée parce que nous sommes sous l'équateur. Donc elle ne peut que nous donner la bonne direction. D'accord, monsieur Obia, merci pour cette explication très pertinente. Alors, je vais me tourner du côté du Conseil Ngomo. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un peu l'historique de ce Haut Conseil national des sages, un peu quelles sont les raisons voilà, qui ont amené en fait à la création, ou du moins à penser à créer effectivement cette structure, cette institution, allais-je dire. Alors, je vais donc, dans un premier temps, pour répondre à votre question, donner l'historique très récent. Très bien. Qui a justifié la démarche qui est en train de courir jusqu'aujourd'hui, et puis les arguments sur lesquels nous nous appuyons pour justifier cette démarche. D'accord. Je commence d'abord par l'historique. C'est précisément M. Eugène Revanguet, Papa Revanguet, que je salue, qui, le premier, a pensé que pour notre pays,
il ne fallait pas aller aux élections générales, aux élections présidentielles, aux élections législatives et locales d'août 2023. Mais qu'il fallait, au contraire, tendre vers une transition. C'est-à-dire, nous faisons une pause politique et nous essayons de débattre les questions du pays. Car ce n'est pas une énième élection qui sera forcément truquée et qui va engendrer beaucoup de malheurs, qui est souhaitable pour notre pays. Et M. Ribangé s'est donc rapproché de plusieurs hommes politiques, car lui-même est plutôt un haut fonctionnaire à la retraite, qui s'est toujours tenu loin de la politique, mais qui avait un regard républicain, qui l'a amené vers tous les hommes politiques, sans distinction d'obédience. Et celui qui a répondu très favorablement à cette démarche, c'est Paul Malécou, Papa Malécou, que je veux saluer, et qui a donc décidé d'accompagner la démarche de Eugène Ribangé. Et ensuite, nous avons été cooptés. Je rappelais que j'étais candidat à l'élection présidentielle 2023 et que Papa Ribangé et Papa Malécou m'ont dissuadé de participer à cette élection, estimant qu'elle n'était pas nécessaire pour notre pays et qu'il fallait au contraire se battre pour que nous ayons une transition. Et donc je me suis allié, je me suis résigné à la position des sages, estimant qu'ils avaient certainement une meilleure vision que moi. Effectivement, cette prémonition des sages, Papa Malécou et Papa Ribangé, et autour d'eux, d'autres sages que je vais citer ici, Marcel Odongui-Bonnard, Joachim Funga, Madame Pauline Ningon, je vais également citer Marie-Sylvie Hervois-Kédengue, qui était candidate et qui s'est ralliée, et il y a peut-être d'autres que j'oublie, qui veulent bien me pardonner. Mais ensemble, cette équipe a commencé à battre campagne avec des jeunes qui m'ont accompagné quand j'étais alors candidat. Et nous avons essayé, pendant le mois d'août 2023, de sensibiliser les Gabonais en leur disant que c'est une transition dont notre pays a besoin et non pas d'une énième élection truquée avec son cortège de morts. Et nos slogans étaient transition, 0 mort et élection, plusieurs morts. C'était ça. Il faut quand même préciser que voilà, vous avez reçu des colibets de la part de beaucoup de Gabonais qui étaient vraiment à ce moment-là dans la fièvre électorale. Dans la fièvre électorale, oui. Voilà. Mais le sage est celui qui voit loin. Le sage est celui qui a la prévoyance. Le sage est celui qui a la prémonition. Donc au moment où le sage parle, souvent les jeunes têtes pensent qu'elles ont raison et que le sage, il ne sait pas de quoi il est question, il est dépassé par les événements. Comme dit l'adage, ce que le sage voit assis, le jeune ne peut pas le voir même s'il est debout. Exactement, et c'est ce qui s'est produit. Ouais. Sauf qu'il y a quelques jeunes qui ont écouté les sages avec beaucoup d'intérêt et qui ont disposé de la puissance militaire. Et ils ont décidé justement qu'il y aurait une transition. Et cette transition est arrivée par le coup de libération du 30 août 2023. Et ce n'est pas un hasard si nous avons eu comme acronyme le CTRI, Comité pour la transition. Transition que voulaient les sages et la restauration des institutions. Très bien. Et dès cet instant, les sages ont estimé que ce qu'ils avaient voulu est arrivé par la main salvatrice des militaires. Et nous disions transition, 0 mort. Le coup de libération a fait combien de victimes? 0. Bien. Les sages ont donc estimé qu'il fallait accompagner ces jeunes militaires qui avaient écouté la sagesse de Papa Ribangé, la sagesse de Papa Malécou. Et je veux encore ici les féliciter pour avoir cet éclair de lucidité. Et pendant tout le temps qu'a duré la transition, soit 2 ans, mais les sages étaient aux côtés du président, aux côtés du CTRI, pour suggérer des idées. Toutes n'ont pas été prises en compte, c'est vrai. Mais les sages ont joué leur jeu, c'est-à-dire celui d'apporter des conseils sur la table et d'espérer que ces conseils seront pris en considération. Voilà pour ce qui est de l'historique. Les sages ont participé au référendum qu'ils ont soutenu, même s'ils avaient fait des suggestions qui étaient différentes, mais il fallait accompagner le président pour sortir du cadre exceptionnel et revenir justement à l'ordre constitutionnel. Les sages ont soutenu le président de la République quand il s'est présenté aux élections présidentielles et les sages maintenant souhaitent
que une structure officielle, légale, existe, qui pourrait justement rassembler toute cette expérience, toute cette connaissance, toute cette sagesse qui serait mise au service du chef de l'État, au service de la nation. Voilà pour ce qui est de l'historique. Maintenant, je vais finir sur les 3 arguments qui militent pour que notre pays ait un haut conseil national des sages. Très bien. Car beaucoup se posent la question de savoir, est-ce que ce n'est pas une institution de trop? Oui, il y a lieu de se poser la question parce que... Nous verrons ce point sur la question financière. Mais regardons d'abord les premiers arguments. L'argument historico-culturel. Le frère Nestor Obiang l'a dit. Nous avions nos traditions avant l'esclavage. Nous avions nos traditions avant la colonisation. Et qu'est-ce que c'était nos traditions pour ce qui est la gestion du pouvoir? Et nous avons le chef, nous avions le roi, nous avions l'empereur qui était entouré, qui avait autour de lui une cour. Et dans cette cour, il y avait un conseil des sages. Ce conseil des sages était généralement composé, quand il s'agissait du chef traditionnel, des différents responsables claniques pour que l'intérêt de chaque clan soit pris en considération par le chef traditionnel. Quand c'était le roi, il y avait donc autour du roi des membres de la cour du conseil des sages qui représentaient les différentes communautés qui vivaient dans le royaume. Et donc chacune des communautés pouvait donc faire état de ses besoins, faire état des soucis pour que le roi apporte des solutions. Et quand nous avions un empire, comme par exemple l'empire Congo, et le Mali Congo avait autour de lui un conseil des sages où les différents sages parlaient pour leur royaume. Pour le royaume de Luango, pour le royaume Pemba. Et donc, l'empereur devait tenir compte des intérêts de ces différents royaumes quand il prenait une décision qui concernait tout l'empire. Voyez-vous, c'était une tradition que nous avions. Car le roi n'est pas omniscient, il a besoin des conseils de personnes avisées, de personnes expérimentées qui n'ont pour seul souci que l'intérêt de la communauté. Or, que s'est-il passé avec la colonisation? Nous avons été dévastés, nous avons été déstructurés et les conseils des sages ont été mis à bas, remplacés par les assistants techniques, remplacés par des conseillers techniques venus, pour ce qui est du Gabon, pour ce qui est des pays francophones, de l'Élysée. Donc désormais, notre chef n'a plus autour de lui des personnes qui défendent les intérêts du terroir, mais plutôt des personnes qui tiennent leurs ordres de l'étranger. Et dès cet instant, les conseillers techniques français vont demander au président gabonais, au président ivoirien, d'agir selon les instructions de l'Élysée. Donc pour défendre les intérêts de la France, tout simplement. Exactement. Au détriment des nôtres. Monsieur le Président, je ne vous interromps pas. Je vous en prie, monsieur Obiang. Pendant la période coloniale, n'allons pas trop loin, pendant la période de l'esclavage, on n'avait aucun droit, nous étions chosifiés. Nous étions une marchandise, n'est-ce pas? Pendant la période coloniale, vous voyez bien qu'il a été mis en place des institutions par le colon. Le code noir, n'est-ce pas? Le code de l'indigène et tout. C'était quoi? C'était des institutions qui lui permettaient d'absoudre, de dissoudre nos traditions, en créant de facto, par l'effet juridico-administratif, des notabilités qui n'existaient pas selon le critérium que nous avions dans nos communautés. Tout à fait. Vous aviez donc M. Bouka qui était un notable bien connu chez lui à Fougamou ou à Mouila, mais on le remplaçait par le dernier des villageois parce que c'était l'indic du colon. Et on en faisait le chef du village de Mouila ou du canton de Mouila, à la place de M. Bouka. Parce que plus malléable. Plus malléable. Et donc, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à une notion que les Chinois ont très bien compris, que le pouvoir colonial reposait sur 4 éléments. 1, le mensonge. 2, la manipulation. 3, la terreur. Et 4e, les intérêts. De Gaulle le disait si bien. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Donc, lorsque nous analysons une telle problématique, nous le faisons devant nos compatriotes, ici au Gabon et à l'extérieur, parce que votre télévision a la chance
d'être sur un bouquet international. Et ceux qui nous suivent peuvent se retrouver devant les brides de débat que nous abordons, parce que nous ne pouvons pas faire tout le débat là-dessus, il faudrait le prendre point par point. Exactement. Et donc, ce que Privat dit, en fait, c'est dire quoi? C'est dire que nous avons trop obéi à ce qui vient de l'extérieur, que ce soit par soumission volontaire ou par mimétisme. Il est temps que nous retrouvions le socle par lequel nous sommes ce que nous sommes, c'est-à-dire des Gabonais. Et à travers ces Gabonais, le Pounou que vous êtes, le Fan que je suis, le Batéké, le Mpongwe, le Nzebi, et ainsi de suite. C'est à partir, n'est-ce pas, de ces différences retrouvées que nous allons bâtir un socle. C'est une simple question de synchronisation et de synthèse. Synchroniser, ça veut dire amener tous les uns et les autres à donner ce qu'ils ont de mieux pour qu'on arrive à en tirer quelque chose qui sert pour tout le monde. Très bien. C'est pour cette raison que le Conseil national des sages dans notre pays est nécessaire. Parce que le Fan ne raisonne pas comme le Bapounou ne raisonne pas comme le Batéké, ainsi de suite. Mais si nous pouvons amener tout ce monde-là à composer ensemble et à tirer, n'est-ce pas, de cette discussion quelque chose qui nous illumine, parce que nous avons la boussole de base qui est là, notre hymne national, mais nous aurons réussi le pari. Nous aurons réussi le pari de dire à ceux-là qui pensent que c'est eux qui doivent nous imposer tout ce que nous devons faire, c'est eux qui doivent nous apprendre, c'est eux qui doivent nous montrer ceci ou cela, nous aurons réussi à faire comme les Japonais, comme les Chinois, comme les Singapouriens, les autres. Nous disons, écoutez, on veut bien le modernisme, mais nous on reste d'abord dans notre tradition, parce que c'est ça qui nous a permis de traverser l'espace et le temps depuis la nuit des temps jusqu'à ce jour. D'accord. Alors, Monsieur Obiang, je vais continuer avec vous avant de revenir sur Monsieur Ngomo. Oui. Alors, il y en a peut-être qui peuvent penser, au regard un peu de ce que nous observons au niveau de certaines institutions, il n'y aurait pas une crainte de voir, par exemple, cette institution devenir un endroit où on case d'anciens dignitaires. Je savais en que fin de parcours pour aller... Je savais que la question allait être posée, parce que pas plus tard que ce matin, j'en discutais avec un ami, un universitaire que je connais, parce qu'on a fait des études ensemble. Il me dit, oh mais Nestor, toi, tu t'embarques toujours dans les histoires. Je lui ai dit, mon cher, lorsque je m'embarque dans quelque chose, j'étudie les différents aspects. Bien. Nos intellectuels, nos universitaires et notre élite, nous en avons parlé ici. La responsabilité de l'élite gabonaise. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui a fait leur faillite? C'est d'avoir subi. C'est d'avoir suivi des instructions qui venaient de l'extérieur. C'est d'avoir adopté des modes de vie qui ne correspondent même pas aux sociétés auxquelles ils appartiennent. Pourquoi? Parce que c'était de la manipulation. Très bien. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Bouka, si vous voulez avoir un poste, il faut avoir un parrainage, il faut être dans telle obédience, il faut appartenir à tel ou tel lobby. Or, ce que nous voulons, si nous voulons coller à une réalité, comme le dit le président de la République, la méritocratie, mais la méritocratie doit avoir des critères, ils sont simples. C'est-à-dire, M. Bouka est reconnu comme étant un enseignant de l'éducation nationale, il a le nombre d'années qu'il faut, il a les diplômes qu'il faut et l'expérience qu'il faut, pourquoi va-t-on lui refuser tel ou tel poste pour mettre à la place le neveu du ministre ou le cousin de tel ou tel, alors que lui, il a le meilleur profil et il répond à ça. Donc voilà un peu, il faut simplifier les choses parce que nous touchons là un problème qui relève en même temps de la haute politique, l'état profond, mais qui relève aussi de la mentalité de ceux qui sont là. Absolument. Et ceux qui ont bâti le système qui continuent à nous poser des problèmes. Parce que certains n'ont pas envie de sortir de ce système. Vous savez, personne n'est prêt à aller rencontrer, n'est prêt à aller à la rencontre de l'inconnu. Donc, ils sont là, arc-boutés là-dessus. Nous, ce que nous faisons, c'est dire, écoutez, nous pouvons sortir de là sans trop de dégâts, simplement en nous regardant les yeux dans les yeux. Je sais que, bon, mais écoute, mon frère là, toi, tu es pour nous, mais on se retrouve chez moi à Kango, hein, et quand on est chez nous là-bas, il n'y a pas de guerre. Mais pourquoi tu veux venir me faire la guerre à Libreville? Alors qu'on vit ensemble à Kango. Voilà. Alors, non, je prends ça vraiment simplement. Hein. L'autre pourra dire, ben oui, mais dis donc, oh, toi tu as fait des enfants anniversaires, mais ils ont un pied ici, chez toi. Ouais. Mais pourquoi tu vas me faire des problèmes? Parce que demain, les enfants vont grandir. Ils se reconnaîtront comme étant moitié du Haut-Togo, moitié de Oyem. Alors, tu me crées quel problème là?
Non, il faut amener les gens à comprendre les choses aussi simplement. Parce que les grandes philosophies, vous savez, nous sommes dans un peuple divers et diversifié. Il faut expliquer les choses simplement. Parce que nous voulons d'abord atteindre le stade d'une culture nationale. Exactement. Celle qui fonde notre identité de Gabonais. Ensuite, dans cette identité, il faut donner des contenus, de la profondeur, des philosophies et des points de vue. Croissance, développement et tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas ça en tête, vous faites quoi? Vous faites ce qu'on appelle de l'égocentrisme. C'est ce que l'élite gabonaise a fait jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que moi. Le reste, je m'en fous. Même si le pays doit tomber, moi, je m'en fous pour que je vive bien. Fabriquer des boîtes. Voilà. Alors, on va revenir sur M. Ngoumo. Oui. Alors, il a abordé un aspect que j'aurais voulu aborder un peu plus tard, mais je voudrais finir sur l'argument historico-culturel, en disant que l'absolution, la dissolution du Conseil des sages antiques, remplacé par le Conseil technique ou l'assistanat technique de l'Élysée, fait en sorte que, eh bien, la gouvernance politique de notre pays est pratiquement guidée, téléguidée depuis la France. Et ça n'est plus acceptable, car les intérêts de la France ne sont pas les intérêts des Gabonais. Il nous faut donc revenir à une réalité qui tienne compte vraiment des intérêts des populations gabonaises. Et donc, pour cela, nous pensons que les sages peuvent jouer ce rôle. Et ce retour à la tradition peut se faire de manière moderne à travers cette institution. Le deuxième argument, c'est l'argument politique et institutionnel. Nous avons voté le 16 novembre 2024 pour une constitution, au cours du référendum, qui donnait un régime fort, un régime présidentiel. Et donc beaucoup de pouvoir à un homme. C'est beaucoup de responsabilité, n'est-ce pas, que de décider en chacun des points les plus importants de l'avenir d'une nation, d'un pays. Lorsque l'homme que nous avons est omniscient et qu'il est infaillible, bien, il n'a pas besoin de sages. Voyez-vous, il prendra toujours les bonnes décisions. Mais si cet homme qui est jeune peut se tromper parce qu'il est faillible, peut prendre des mauvaises décisions, mais il est important qu'il ait autour de lui des personnes d'un certain âge, des personnes expérimentées et surtout des personnes désintéressées, car n'ayant plus rien à demander à la vie, qui pourraient donc orienter sa décision en apportant des conseils pertinents pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est donc ça le deuxième argument, qui est un argument politique et institutionnel. Et enfin, le dernier argument, c'est l'argument financier. Combien ça va nous coûter? Mais nous l'avons dit, si nous commençons à rejeter les institutions qui nous ont été imposées par l'Occident et qui ne prennent pas corps avec notre ethos culturel et qui n'ont, c'est vrai, pas montré leur efficacité ou leur utilité en 30 ans d'existence, mais alors, pourquoi ne pas reverser les budgets qui leur étaient concédés vers cette nouvelle institution qui demande justement à être mise sur pied et à montrer qu'elle est non seulement utile, mais qu'elle peut apporter beaucoup au président. Et avec les réalités de notre pays. Exactement. Voilà donc, si vous voulez, ce que je voulais dire. Maintenant, pour le... Est-ce que ce sera une zone de casage? Écoutez, il y aura des critères qui vont déterminer le sage. Ce n'est pas le président qui va nommer les sages. Non. C'est une reconnaissance, on l'a dit. Le sage est un titre, pas nommé, mais de reconnaissance. Ce sont les populations qui vont désigner leurs sages, par province. Voyez-vous? Il y aura donc des critères, il parlait du critérium, il y aura des critères républicains, et il y aura des critères provinciaux. Ce sont ces différents critères respectés qui feront que tel individu pourra être, par sa communauté, reconnu comme sage et par les critères républicains qu'il respecte, être tenu pour sage pour participer au Haut Conseil national des sages. Quels sont par exemple les critères républicains? Je finis là. C'est être attaché à l'idée d'unité nationale de notre pays. Donc ne pas prôner le tribalisme, ne pas prôner le repli identitaire. Ne pas prôner le repli identitaire. Jouer la carte du rassemblement, c'est important. Il faut avoir une intégrité juridique, ne pas avoir été
mêlé à des affaires sordides, avoir un casier pour parler judiciaire. simplement, ne pas traîner des casseroles. Voilà. Voyez-vous? Donc, et puis avoir une probité morale reconnue. D'accord? Avoir même été plusieurs fois médaillé, commandant de ceci, commandeur de cela. Donc, les critères républicains peuvent être définis dans un premier temps. Et puis, il y a des critères provinciaux qui, eux, renvoient à la culture. Ils n'auront pas la même culture, il a dit. Et donc, peut-être, un critère, ce serait, par exemple, dans le Haut-Ogooué, qu'un sage, il doit avoir été initié au Ndjobi. On comprendrait mal qu'ils ne connaissent pas le Ndjobi et puis il va aller parler de la sagesse Téké. Par exemple, dans la zone de Fugamo, il faut qu'il ait été initié quand même au Mweri. Ce monsieur, il ne peut pas venir parler en tant que sage et puis ne pas avoir été initié ici. Par exemple, initié au Buti, ou bien dans le Wellington, initié au Melan. Donc, parce que ce sont quand même ces endroits antiques, d'accord, de spiritualité où la sagesse était prônée. Ils sont les dépositaires de... Voyez-vous? Et qui sont aujourd'hui passés dans la clandestinité à cause, c'est vrai, de l'impérialisme chrétien. Mais ces critères, je pense, pourront être objectifs et pourront justifier que ceux qui les respectent soient au Haut Conseil national des sages, car ils ont besoin d'être indépendants vis-à-vis du président, pour lui dire en toute sincérité ce qu'il pense et formuler des conseils que le président pourra soit accepter, soit rejeter. Et selon qu'il accepte ou qu'il rejette, il aura des conséquences dans l'action. Un bon conseil amène une bonne décision. Et une bonne décision amène une bonne action. Et une bonne action amène un impact positif pour la population. Très bien. Pour la majorité. Très bien. Alors, M. Ngomo, bon, là, vous avez épuisé les différents arguments. Et si vous nous parliez un peu la situation actuelle au niveau... M. Bouka, oui. L'argument politique et financier est très important. Vous savez, les Gabonais sont devenus de plus en plus critiques. Et même lorsqu'on leur expose des choses aussi clairement et simplement comme nous le faisons, en essayant, n'est-ce pas, de faire en sorte que tout le monde nous comprenne, les Gabonais sont devenus très critiques. L'aspect financier repose sur quoi? Parce que je vois, il ne faudrait pas que nous éludons un certain nombre de questions. Parce que, oui, si on crie ça, bon, est-ce que c'est pas pour caser tous les vieux là, comme à l'époque de la création du Sénat, voilà. où on a dit, bon, surtout que notre pays non, parce que vous savez, coutumier. il faut soulever ces choses-là pour que les Gabonais comprennent. Nous avons une mémoire aussi très courte. Nous ne retenons pas souvent les gens. Lorsqu'on crée un conseil comme celui-là, le texte qui va le créer va préciser les critères qu'il faut pour être sage de la République, son organisation, son fonctionnement et les moyens financiers qui lui seront alloués pour ses activités. Tout cela doit être décidé, compris en fonction justement des objectifs et des missions qui seront assignées à ce Haut Conseil. Ça doit être une autorité politique et administrative indépendante. Indépendante, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus de la République. Non, il y a un président de la République, il y a un gouvernement, mais indépendant, c'est-à-dire personne ne vient influencer leur débat. Sur le plan tutélaire. Voilà. Leur débat, leur manière de comprendre et les conclusions qu'ils vont proposer. Pas seulement au président de la République, mais aux autres institutions. Ils peuvent proposer des conclusions de leurs réflexions à la Cour constitutionnelle, par exemple, qui n'a pas été très brillante de 1990 jusqu'en 2023, on le sait. Il peut proposer au Conseil économique et social, il peut proposer, je ne sais pas, à la Cour des comptes et ainsi de suite. Vous voyez, ça fait que ça leur donnera une autre lecture du fonctionnement de la République et peut-être même de l'originalité de la nouvelle République qui se met en place. Parce que, il l'a rappelé tout à l'heure, nous avons une constitution qui consacre un régime présidentiel fort. Mais si le président cumule autant de pouvoir et qu'il est au four et au moulin, c'est justement parce que c'est la constitution qui l'a placé à ce niveau-là. Or, il ne peut pas être omniscient. C'est un homme. Il a des qualités, il a des défauts, comme nous tous. Il est sensible au froid et à la chaleur, comme nous tous. Il lui faut donc être assisté de quelques organes qui peuvent dire, ce bouquin, là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Essayons de faire ça. Parce qu'ils ont cette autorité morale.
ils ont vécu ces événements, ils en ont tiré des expériences, des enseignements. Ils peuvent donc dire à ceux qui sont là, attention, les petits, nous, quand on était là, cette affaire-là, on a eu ça, il faut faire attention. Bon, je voudrais terminer en disant ceci. Nous avons aujourd'hui un problème de crise économique et financière, parce que nous parlons de finances, qui taraude les esprits. Mais est-ce que vous savez que le Gabon peut créer un miracle? Parce que nous pouvons sortir de cette crise en moins d'une année. Je ne le dirai pas ici à Mondovision, c'est une proposition que nous ferons à Monsieur le Président de la République par une note confidentielle. Et nous allons lui prouver que le miracle existe. Le Gabon est un pays qui a été béni par les dieux. Il n'y a pas de raison que nous sortions de là en souffrant. Sinon Dieu aura menti à lui-même. Très bien, monsieur. Merci, Brossou. Alors, juste terminer, donc, pour qu'on puisse sortir donc, de cette première thématique et aborder la deuxième, rapidement, la situation actuelle, donc, pour ce qui concerne les démarches administratives, et puis, voilà, pour la mise en place donc, de cette institution, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, les membres du Conseil national des sages pour la transition, qui sont conduits par Papa Malikou et Papa Ribangué, ont soumis, lors de leur rencontre avec le ministre de la Réforme, M. François Ndobian, que je salue fraternellement, lui ont soumis un projet de loi organique, portant donc création, organisation et fonctionnement du Haut Conseil national des sages. Ce dernier donc s'est saisi du dossier et a donc décidé de travailler en bonne intelligence avec les sages pour finir un texte qui sera tôt ou tard sur la table du Conseil interministériel et même du Conseil des ministres. Ensuite, les sages se sont rapprochés du président de l'Assemblée nationale, M. Régis Olanga-Diaye, que je vais également saluer fraternellement. Et ce dernier s'est montré très enthousiaste, estimant que c'est effectivement ce qu'il faut pour bâtir la Ve République, en s'appuyant sur les traditions de nos pays qui ont été longtemps mises de côté. Et donc il attend maintenant, lui, que le texte arrive sur la table pour voir comment l'étudier et puis comment écouter donc les sages qui devront venir faire un plaidoyer. Il est aussi question que les sages rencontrent le vice-président du gouvernement, car ils ont déjà rencontré le vice-président de la République, son Excellence Alexandre Barrault Chambrier, qui a bien voulu les écouter et qui est également sensible à ce texte et attend simplement d'apporter son soutien lorsqu'il aura la possibilité de lire le contenu. Désormais, c'est le vice-président du gouvernement que nous voulons rencontrer, c'est le président, plutôt la présidente du Sénat que nous voulons rencontrer également, et enfin le président de la Cour constitutionnelle. Je pense que quand ces différentes autorités auront écouté le plaidoyer des sages, nous pensons que nous aurons réussi à convaincre l'élite de ce pays que ce projet est bon pour le président de la République, est bon pour les institutions, est bon pour la nation, pour la République. Voilà le travail qui est en train d'être fait. On espère vraiment qu'il va aboutir pour le bonheur des Gabonais. Très bien. Voilà, donc c'était là la première partie de notre émission. Nous allons donc embrayer avec la deuxième partie très très rapidement. Là, durant le mois de janvier dernier, il s'est tenu du côté de Brazzaville au Congo, à l'invitation donc du président de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, donc son Excellence Denis Sassou Nguesso, donc un sommet au cours duquel les présidents donc, des pays membres de la CEMAC se sont retrouvés pour contrer, donc selon ce qui s'est dit officiellement, pour contrer une crise économique imminente. Et la réunion a acté donc des mesures de rigueur pour stabiliser les réserves de change, la monnaie, donc le CFA que nous utilisons en commun, et le secteur bancaire face à une baisse des recettes. Voilà. Donc, on va demander à la technique de nous envoyer donc rapidement le deuxième élément et on se retrouve juste derrière pour en discuter. Brazzaville sera, ces 21 et 22 janvier 2026, l'épicentre de la finance d'Afrique centrale. Le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC s'ouvre dans un climat de haute tension, marqué par les critiques sévères du Fonds monétaire international, dénonçant l'indiscipline budgétaire dans la région. Ce mercredi 21 janvier 2026 est consacré au Conseil des ministres pour finaliser les dossiers techniques avant le grand rassemblement des chefs d'État le jeudi 22 janvier. Sous l'égide de Denis Sassou Nguesso, les dirigeants du Cameroun, du Gabon, de la République centrafricaine, du Tchad et de la Guinée équatoriale devront définir une riposte commune. L'ordre du jour est dominé par l'urgence financière. D'abord, l'alerte monétaire.
Face à l'érosion rapide des réserves de change, la BEAC tentera de dissiper de façon définitive toute rumeur de dévaluation du franc CFA. Ensuite, il sera question de crédibilité souveraine. Avec 4 000 milliards de francs CFA à lever sur les marchés en 2026, la zone doit rassurer des investisseurs de plus en plus sceptiques. Ce sommet est qualifié d'extraordinaire car il ne s'agit plus de diplomatie de routine, mais d'une réponse de crise. L'objectif est clair, projeter une solidarité financière face aux pressions internationales et à l'inflation qui va grandissant dans la sous-région. Le Messager Télévision. Voilà, donc vous l'aurez compris, ce sommet, comme je le disais tout à l'heure, a été donc organisé du côté de Brazzaville. C'était le 22 janvier dernier. Donc il y a là quasiment bientôt 2 mois que ce sommet s'est déroulé. Mais nous avons choisi d'en parler à cause des conséquences, de l'incidence de celui-ci sur le développement économique et financier des pays membres donc, de la CEMAC. Voilà, donc là, je vais me tourner du côté de M. Privan Gomo, déjà pour qu'il essaie de nous planter le décor par rapport à ce sommet, s'agissant d'abord de l'organisation, donc la CEMAC, ensuite les visions de cet organe donc, régional ou sous-régional, et surtout les problèmes auxquels elle est confrontée avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet. Oui. Il faut effectivement que nous fassions aujourd'hui œuvre de pédagogie. Parce que beaucoup de Gabonais entendent CEMAC, ça semble si loin, si lointain. Mais de quoi s'agit-il en réalité? Et en quoi le Gabon est-il impliqué? La CEMAC est un acronyme qui signifie Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. C'est une organisation qui a été créée en 1994 et qui a pour ambition de promouvoir l'intégration régionale économique et monétaire des 6 États membres. Quels sont ces États? Il faut que les Gabonais sachent qu'il y a le Cameroun, il y a la République centrafricaine, il y a la République du Congo, Brazzaville, il y a notre pays, le Gabon, il y a la Guinée équatoriale et enfin le Tchad. Ça fait 6. Ces 6 pays utilisent une même monnaie, qui est le franc CFA, c'est-à-dire la monnaie française qui nous a été imposée depuis 1945. Et cette gestion monétaire est assurée par la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale, qui est également sous le contrôle de la Banque centrale de France et aujourd'hui de la Banque centrale de l'Union européenne qui se trouve, je crois, à Hambourg. La Banque centrale. C'est au Luxembourg. Non, en Allemagne. En Allemagne, ah d'accord. La Banque centrale allemande aujourd'hui. BCE. Voilà. Et quels étaient les objectifs principaux que se donnait donc la CEMAC lorsque cette organisation a été créée en 1994? Mais c'était d'abord de créer un marché commun basé sur la libre circulation des biens et des personnes et de coordonner toutes les politiques économiques nationales. Très bien. Aujourd'hui, la gouvernance est assurée par le président congolais Denis Sassou Nguesso, car comme vous le savez, il y a une rotation. Elle est tournante, tout à fait. Voilà. Et son siège se trouve à Bangui, dans la capitale centrafricaine. Ouais. Voilà pour ce qui est donc des éléments préalables qu'il faut donc livrer à nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent ce que c'est que la CEMAC. Maintenant, quels sont les défis que rencontre cette institution qui a été créée en 1994, il y a plus donc de 30 ans. Et les défis, c'est en fait de réaliser les projets d'intégration. C'est un défi. Et ces projets d'intégration portent sur un programme qu'on appelle le programme économique régional, PR. Et ce programme, normalement, doit être mis en œuvre dans tout l'espace communautaire, d'ici 2030. Et disposerait d'un budget d'environ 85,5 milliards de francs CFA qui a été adopté lors de l'exercice 2026. Voilà le projet d'intégration qui est proposé avec la mise en œuvre d'infrastructures routières. On parle donc de l'achèvement de corridors vitaux comme l'axe Pointe-Noire, Brazzaville, Bangui, Djamena,
pour relier donc les ports aux pays enclavés. On parle également d'interconnexion énergétique, c'est la construction de lignes haute tension, notamment entre le Gabon et le Congo. Donc le Grand Poubara Imfu, pour stabiliser l'offre d'électricité pour l'ensemble donc de la CEMAC. On parle d'un marché unique, l'objectif étant de faire passer le commerce intra-zone qui vaut moins de 5% actuellement à 40% d'ici 2030, c'est-à-dire d'ici 4 ans. Je trouve ça très ambitieux. C'est pas gagné. Grâce à la levée effective des barrières tarifaires. Et il y a aussi la diversification, c'est-à-dire la mise en œuvre de stratégies d'import-substitution pour réduire la dépendance aux produits alimentaires importés. Et on le voit avec la décision qu'a prise le président Oligui Nguema de suspendre donc l'importation de poulet de chair. Ouais. Voyez-vous? Donc ça, c'est un défi. Le défi d'intégration à travers les infrastructures. Il y a un autre défi, lui, qui porte sur le fonctionnement même de la monnaie, du franc CFA. Voilà. Et les chefs d'État, vous l'avez dit, se sont réunis en janvier 2026 pour réaffirmer leur soutien à la stabilité du franc CFA qui connaît quelques problèmes à cause justement de la baisse de nos réserves de change, qui risque donc d'amener à une dévaluation voulue par la France, mais naturellement les chefs d'État s'opposent. Il est donc question maintenant de réfléchir peut-être un jour à une monnaie de substitution, une monnaie de sortie. C'est une question qui se pose, elle est fondamentale. Il faut que nos experts maintenant sortent du mimétisme et commencent à réfléchir à ce qu'il faudrait pour notre pays, pour que nous puissions avoir le pilotage monétaire d'une monnaie qui pour l'instant est pilotée à l'étranger, et pour que nous puissions avoir également une gestion budgétaire qui s'appuie sur ce pilotage monétaire-là. Voilà donc un peu les différents défis. Nous sommes confrontés à une situation aujourd'hui qui a justifié donc la réunion. C'est-à-dire que la CEMAC ne bénéficie pas de suffisamment de rentrées financières. Les États ne payent pas leurs cotisations. Ouais. Il semble que le bon élève soit le Gabon, qui a payé ses différentes cotisations, alors que les autres ne l'ont pas fait. Je vais finir sur un point, avant donc de passer la parole à mon grand frère Nestor, pour que nous puissions maintenant entrer dans la partie qui concerne le fond du sujet, c'est-à-dire la crise. La CEMAC s'est donné des critères de convergence économique pour maintenir la stabilité du franc CFA et éviter la mauvaise gestion dans les différents pays. Elle a imposé en fait 4 règles d'or que je vais ici rappeler. La première, c'est le solde budgétaire, c'est-à-dire que le déficit public ne doit pas dépasser 0% du PIB, en équilibre ou en excédent. Deuxième règle, la dette publique d'un État ne doit pas excéder 110% de son PIB. Troisième règle, portant sur l'inflation. La hausse des prix doit être limitée à 3% par an au maximum pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Et enfin, de la part des États, la non-accumulation d'arriérés. Les États ont l'interdiction d'avoir des retards de paiement sur leurs dettes intérieures ou extérieures. Voyez-vous? Voilà ce qui est arrêté comme différents critères de convergence. Maintenant, on va essayer de regarder très rapidement quels sont les pays qui respectent ces critères et quels sont ceux qui ne le respectent pas. Et on verra pourquoi aujourd'hui il y a cette crise que nous connaissons. Prenons le Cameroun. S'agissant du solde budgétaire, qui ne doit pas dépasser 0% du PIB, le Cameroun respecte cela, oui. Le Gabon ne le respecte pas. Le Congo respecte cela. Le Tchad respecte cela. La Guinée équatoriale respecte cela. Le Centrafrique, la République centrafricaine, ne respecte pas. Donc il y a 2 pays qui ne respectent pas le solde budgétaire qui ne doit pas dépasser 0% du PIB. C'est le Gabon et la RCA. Maintenant, regardons la dette publique qui doit être inférieure à 70% de son PIB. Le Cameroun respecte cela. Le Gabon respecte cela. Le Tchad respecte cela. La Guinée équatoriale respecte cela. Et le Centrafrique respecte cela. Seul le Congo-Brazzaville de Denis Sassou Nguesso ne respecte pas cela. L'inflation, qui ne doit pas dépasser les 3% maximum par an. Le Cameroun ne respecte pas cela. L'inflation est environ à 4%. Le Gabon respecte. Son inflation est à 1,2%.
Le Congo, Brazzaville ne respecte pas. Le Tchad ne respecte pas. La Guinée équatoriale ne respecte pas. Et la RCA de Faustin Archange Touadéra respecte justement cette maîtrise de l'inflation. Finissons maintenant sur les arriérés. Car ils ont interdiction d'avoir des arriérés. C'est là où le bas blesse. Ben voilà. Eh bien, vous avez le Cameroun qui ne respecte pas, le Gabon qui ne respecte pas, le Congo qui ne respecte pas, le Tchad qui ne respecte pas, la Guinée équatoriale qui ne respecte pas et la RCA qui ne respecte pas. Aucun État ne respecte. Aucun État ne respecte justement la non-accumulation des arriérés. Ce qui est donc à l'origine de la crise que nous connaissons. Et maintenant, il faut apporter une solution. Et ça a été le but justement de cette réunion du 22 janvier où les présidents sont en train de dire comment est-ce qu'on doit faire pour remettre à flot notre institution et puis pour éviter donc que notre flanc ne soit dévalué. Voilà ce qu'on peut dire à l'entame pour pouvoir donc ouvrir donc le débat sur la question de fond. Très bien. Alors, Nestor, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, là, ce sont des chiffres officiels, ce sont des définitions officielles basées sur les rapports que nous avons de la situation actuelle de la CEMAC. Mais il faut quand même dire que la CEMAC, la CEAC, ce sont des institutions sous-régionales qui nous ont été imposées. Les critères de convergence dont ils parlent nous sont imposés. Je ne disais pas plus loin que lorsque je fais des émissions sur le problème de la dette, en disant comment voulez-vous avoir des critères de convergence d'un État à un autre, alors que vous n'avez pas les mêmes politiques publiques, vous n'avez pas les mêmes points économiques, et donc vous n'aviez pas les mêmes capacités financières. Ça pose un problème. Ça voudrait dire que nos économistes, nos gestionnaires et ceux qui prétendent avoir été la Banque mondiale, le FMI, devraient être plus regardants lorsqu'ils viennent dans nos pays faire des réunions semestrielles, des revues semestrielles ou trimestrielles, pour venir discuter avec l'État. Pourquoi? Prenons le cas du Gabon. Je ne vais pas aller loin. Le Gabon a connu une transition politique liée justement à tous les méfaits que nous avons observés des recommandations issues de la Banque mondiale, du FMI, des autres institutions financières internationales. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que on nous parlait un langage financier, mais la réalité était quoi? La réalité, c'est que ce qu'on nous donnait par la main droite allait à la main gauche et ça retournait là où c'est venu. Mais au passage, la commission était touchée par qui? Par ceux qui exerçaient le pouvoir et qui se remplissaient leurs comptes. Le procès Bongo-Valentin nous l'a démontré de manière claire. Lorsque nous parlons de la CEMAC et de la CEAC qui devrait, à mon avis, être un seul organisme parce qu'ils ont des points communs. On parle économie, on parle monnaie, et ainsi de suite. Qui dit économie, dit monnaie, dit finance. Donc ça devrait être tout simplement une seule entité. On devrait regarder maintenant qu'est-ce qui fait en sorte que nos pays ne respectent pas les critères de convergence qu'ils ont acceptés, n'est-ce pas, d'avaliser. Pourquoi les politiques publiques d'un pays à un autre ne tiennent pas compte des engagements internationaux auxquels ils ont souscrit? Parce que vous connaissez le principe des accords internationaux. Ils sont au-dessus des lois nationales. Dès lors que vous allez souscrire dans une convention internationale, vous devez appliquer les règles. Vous avez vu que pendant la transition, dès qu'il y a eu le coup de la libération, toutes les institutions nous ont suspendus. Ils nous ont suspendus sur la base de quoi? Quel était l'élément juridique en appui duquel se sont fondés? C'était leur texte intérieur. C'est-à-dire on était sortis du cadre de la législation des textes qui régissaient ces organisations-là. Mais ces organisations, lorsqu'elles posent des problèmes, ne tiennent pas compte des réalités politiques au sein de chaque pays membre. Elles ne tiennent pas compte des réalités sociales au sein de chaque pays membre. Ça pose donc une double équation. Une équation à la fois sociale, une équation politique, mais aussi une équation en termes de viabilité monétaire. Je m'explique. La monnaie que nous utilisons n'est pas de l'argent créé par les Noirs. C'est le CFA, ça a été créé par les Français pour combler leur déficit budgétaire pour la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale. Nous continuons à utiliser cette monnaie aujourd'hui qui a une double parité. Les économistes vous mentent tous les jours. Nous avons d'abord la première parité avec le franc français. Je regrette. Mais actuellement, le franc français n'existe pas, c'est l'euro. Je m'explique, mon cher ami. Il ne faut pas qu'on donne aux étudiants des fausses informations. La parité fixe, c'était d'abord avec le franc français.
Le franc français ayant fusionné pour devenir l'euro dans la communauté européenne, nous avons une parité maintenant avec l'euro. Ça ne fait pas une double parité? Tout à fait. Bien. Nos réserves de change sont gérées par qui? Par la Banque de France. Par le Trésor français, même pas la Banque de France, par le Trésor français. Parce que la Banque de France n'existe plus, c'est maintenant la Banque Centrale Européenne. Tout à fait. Donc nous, on est géré par un service du ministère des Finances d'un autre pays. Alors qu'on est indépendant. Alors qu'on est soi-disant indépendant. Il faut que les économistes, ceux qui prétendent donner des leçons à tout le monde, nous l'avons fait sur ce plateau. Rappelez-vous, lorsque nous parlions du budget de la République, le budget 2026, nous avons démontré les iniquités, les absurdités qu'il y avait à l'intérieur de ce budget. Mais je suis heureux d'entendre que l'Assemblée nationale, ils ont ouvert leur session, va reprendre ce budget. Nous n'avons pas eu tort d'avoir un œil critique. Parce qu'il faut faire attention avec ces gens-là. Quand ils vous parlent un langage déjà bien huilé, hein, c'est bien clean et tout ça, le langage du FMI, BAD, Banque mondiale, mais en réalité qui cache beaucoup de porosité, hein. Ça cache beaucoup d'aspérité. Il faut donc élaguer, il faut décanter pour bien comprendre. La réalité du Gabon aujourd'hui, c'est laquelle? Le Gabon n'est pas en crise financière. Je le dis haut et fort, le Gabon n'est pas en crise financière. Non, le Gabon connaît un problème qui n'est que la continuité de l'endettement énorme qu'il a trouvé. Mais pensez-vous que pour entreprendre ce que le CTRI et le président Lugui ont fait pendant la période de transition, il fallait quand même quelques moyens. Mais est-ce qu'il n'y avait pas déjà auparavant des problèmes que traînait le Gabon? Ce n'était pas la faute du CTRI, ce n'était pas la faute d'Oligui. Donc, quand on ne veut pas prendre en compte cela, et nos économistes l'expliquent, ouais, la Banque mondiale a dit bonne gouvernance, discipline budgétaire et tout ça, mais ça veut dire quoi? Discipline budgétaire. Lorsque vous devez payer la dette, et que vous êtes obligé de vous réendetter pour payer la dette. Donc, le service de la dette. Non, d'abord, la dette elle-même, plus le service de la dette. Et les besoins que vous exprimez pour asseoir un programme de politique. Le président a été élu sur la base d'un projet. Il lui faut les moyens de réaliser cela. Où croyez-vous qu'il puisse trouver les moyens? Nous avons essayé de faire des économies d'échelle en lui indiquant que, Monsieur le Président, nous n'avons pas besoin d'aller encore nous endetter. On peut faire des économies d'échelle en diminuant les biens et services. Je me rappelle, Monsieur le Président, c'était où? De diminuer telle ou telle chose. Ces économies d'échelle, nous allons les réaliser en essayant de les répartir là où le besoin se fait sentir, où il y a des priorités. Tout comme nous pouvons dire aujourd'hui, et nous le répétons, Monsieur le Président, nous n'avons pas besoin d'aller encore au FMI, à la Banque mondiale. Le Gabon a la possibilité aujourd'hui de créer un miracle économique et financier parce que nous avons des matériaux dont les pays ont besoin et qui sont stratégiques. Nous ne le disons pas à l'antenne, nous le ferons une note confidentielle à ce sujet. Et il verra que le Gabon peut se sortir de cette situation avant octobre. D'accord. Alors, vous avez dit que le Gabon ne connaît pas les problèmes de trésorerie. Non, je n'ai pas dit de trésorerie. Nous n'avons pas de problème financier en tant que tel. D'accord. Alors, mais j'ai envie que vous expliquiez un peu à nos téléspectateurs pourquoi est-ce que la dette souveraine, la note souveraine du Gabon a été abaissée. Quel commentaire vous faites par rapport à ça? C'est très simple. Si la note souveraine du Gabon est abaissée, mais l'argent du Gabon est géré par qui? On vous explique ces choses, mais il faut que les gens comprennent. Ouais. Une partie de nos savoirs est gérée à l'extérieur. Ouais. Pour que vous puissiez acheter quelque chose, il faut que vous ayez quelque chose là-bas. Si vous n'avez rien là-bas, on vous donne rien. On vous donne rien, tout à fait. Mais la dette souveraine est abaissée automatiquement. Pourquoi? Parce que vous avez plus dépensé que ce que vous avez en caisse. C'est comme quand vous avez un compte bancaire. Si vous le videz, vous faites quoi? Vous voyez votre gestionnaire, vous demandez qu'on vous rallonge un petit crédit. Ouais. Mais vous oubliez qu'en vous rallongeant le crédit, c'est votre dette qui augmente. Ouais. Lui, il avait parlé l'autre jour du principe des vases communicants, mais c'est plus simple en économie. Mais maintenant, nos économistes, ils ne vous diront jamais les choses comme ça. Ils vont vous parler des grandes théories. Keynes a dit, Ricardo a dit. Mais alors que c'est simple. La gestion des finances publiques obéit à des normes réglementaires et légales. Dès que vous sortez de ces normes-là, ça devient des abus financiers et vous êtes en déroute financière. C'est clair et net. Très bien. Vous dépensez plus que vous n'en avez. Et donc, vous êtes obligé d'aller emporter. Il n'y a pas de miracle à cela. Vous savez qu'il y a des pays qui ne vont pas vers le Fonds monétaire international. Oui, on a l'exemple, la Libye à l'époque de Kadhafi. Alors, je vais revenir vers vous, M. Ngomo. Alors là, on est en train d'aller droit vers la fin de notre émission, mais on ne va pas terminer l'émission sans faire un peu l'historique par rapport à, effectivement, ce qui a
aujourd'hui, j'ai envie de dire peut-être qui est à l'origine de cette crise. De cette crise. Nous constatons. Voilà. Oui, vous avez raison de faire ce retour dans l'histoire parce que souvent, les problèmes que nous connaissons au présent ont été sécrétés dans le passé. Il faut comprendre quels sont ces différents problèmes. D'abord, une correction. Tout à l'heure, j'ai dit la Banque Centrale Européenne à Hambourg. Non, c'est à Francfort, en Allemagne. En Allemagne. Une correction quand même qu'il faut apporter pour ne pas tromper donc nos téléspectateurs. Il y a effectivement un paradoxe en Afrique centrale. En réalité, la partie du monde la plus riche, c'est l'Afrique. Précisément l'Afrique centrale. Et on comprend difficilement que cette Afrique centrale, qui dispose des ressources, des métaux rares, des métaux précieux, du pétrole, des hydrocarbures, le golfe de Guinée, on l'a vu, le bassin du Congo, n'est pas en capacité de financer la CEMAC. Ce qui est paradoxal. C'est paradoxal. Vous avez la richesse, mais on a l'impression que cette richesse ne vous sert pas. Bien sûr qu'elle ne vous sert pas. Parce que les instruments qui ont été mis en place sont des instruments qui servent la puissance dominante. Il a dit. Il a dit. Mais à partir de quand la puissance dominante s'est imposée à nous? Pour que les gestes d'Afrique centrale ne servent pas aux Gabonais, ne servent pas aux Centrafricains, ne servent pas à la CEMAC, mais servent plutôt à Paris. Quand vous regardez par exemple l'AES, qui semblait être une zone bien plus pauvre que la zone d'Afrique centrale. Ils l'ont toujours dit, le Niger classé presque... Parmi les pays les plus pauvres. Le Mali, le Burkina Faso aussi. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il commence à avoir la confiance qui revient de la part des bailleurs de fonds internationaux. Tu vas loin. Prenons le cas de notre voisin à côté, la Guinée équatoriale. Jusqu'en 86, on disait qu'ils n'avaient aucune richesse chez eux. Mais après, on a découvert que la Guinée n'était pas... Voilà, et qu'ils l'ont bien géré. Donc, voyez-vous, en fait, il semble que les richesses du Gabon, les richesses des pays de la CEMAC servent d'abord à la France, qui a mis en place la CEAC, qui a mis en place la CEMAC. Maintenant, comment ça s'est passé? Il faut peut-être expliquer aux Gabonais. Nous sommes là à l'aube des indépendances. Dans les années 60. Il y a deux grands courants qui s'affrontent. Il y a le courant de Monrovia, porté par le président du Libéria à l'époque, je pense William Tolbert. Et puis il y a le courant de Casablanca, porté par Kwame Nkrumah, président ghanéen. Ces deux courants disent qu'il faut effectivement que l'Afrique soit unie, mais proposent des approches différentes. Le groupe de Monrovia est constitué en majorité des pays francophones. Le Sénégal, le Gabon, le Tchad, la Côte d'Ivoire. Tandis que dans le groupe de Casablanca, c'est vrai, il y a le Ghana de Kwame Nkrumah, mais il y a aussi la Guinée de Sékou Touré. Et il y a le Mali de Modibo Keïta. Voyez-vous? Donc ces deux groupes s'affrontent. Le groupe de Monrovia propose qu'il y ait une collaboration des États africains qui vont être indépendants au fur et à mesure qu'ils vont sortir des griffes du colonialisme. Car nous sommes en 1960, la Guinée équatoriale n'est pas encore indépendante, elle le sera 8 ans plus tard. Et quant à l'Angola, il faudra attendre 1975. Donc effectivement, tous les pays ne sont pas encore indépendants en 1960, lorsqu'on parle justement de mettre en collaboration ces différents pays. On dit que dès qu'ils seront sortis du colonialisme et qu'ils seront indépendants, alors ils pourront intégrer donc la forme de l'État comme le souhaite le groupe de Monrovia. Et puis en face, il y a le groupe de Casablanca qui dit nous devons aller tout de suite vers un État fédéral. Et ensuite, au fur et à mesure que les pays africains sortiront du joug de l'impérialisme colonialiste, ils vont intégrer cet État fédéral. C'est la pensée de Kwame Nkrumah. Africa must unite, disait-il. Bien. Devant ces deux approches, les Occidentaux, notamment la France, a bien vu que la démarche véritablement fédéraliste et panafricaniste de Kwame Nkrumah était dangereuse pour ses intérêts. Car elle avait besoin encore d'avoir la haute main sur ces anciennes colonies qui sont excessivement riches. Et on le voit encore. Elle continue à puiser en Afrique centrale quand elle a même temps du mal à puiser en AES. Voyez-vous? Donc depuis les années 60, la France ne veut pas d'une Afrique fédérale. Elle ne veut pas d'une Afrique panafricaniste. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va infiltrer le groupe de Monrovia. Et elle va donc demander de ne pas écouter ce que disait Barthélemy Boganda, c'est-à-dire les États-Unis de l'Afrique latine. Voilà. C'est les hommes liges. Voilà. Donc, il fallait surtout pas, alors là, surtout pas que l'Afrique évolue dans l'esprit du groupe de Casablanca. Pour la France, c'était un sacrilège. Barthélemy Boganda, il était déjà décédé. Nous sommes en 1960, mais justement,
Il est mort dans un accident en d'avion. 1958. Ouais. En 59. Il est mort le 29 mars 1959. Ah oui, non, je confonds avec Oumiobe. Ouais. Oumiobe, ils l'ont tué le 13 septembre 1958. 1958. Voyez-vous? Et ça, c'est la France qui le fait. Donc, le groupe de Monrovia, infiltré par les agents français, va finalement réussir à avoir raison lorsque l'on va convoquer l'Organisation de l'Unité africaine. Et qu'on va créer justement cette structure à Addis Abeba. En Éthiopie. En Éthiopie. Ouais. Et donc, Pourquoi on choisit l'Éthiopie? parce que c'est l'État qui n'a pas été colonisé. Ouais. C'est l'État qui porte l'indépendance. Et nous voulons que cette indépendance se propage dans l'ensemble de l'Afrique. Voilà. Et donc, Kwame Nkrumah sort de cette conférence abattu. Parce que l'idée à laquelle il a été attaché n'a pas réussi à prospérer, à s'imposer. Et donc, l'Afrique va se construire selon la logique de Monrovia. C'était logique aujourd'hui. Privé, avant d'y aller, il faut quand même rappeler une intersection qui a eu lieu. Rappelez-vous la conférence de Bandung en 1955 sur les non-alignés avec Nasser. Nasser avait une autre démarche. Lui, il ne voulait pas que l'Afrique appartienne à l'un des blocs. Parce que nous sommes là en période de guerre froide, rappelez-vous. Donc lui, il ne voyait pas l'utilité pour qu'on soit pour le bloc occidental, soit pour le bloc communiste. Il disait, créons une assemblée des pays non alignés. Pour les problèmes internes à l'Afrique, nous verrons par la suite comment nous allons nous consulter, puisque entre-temps, en 63, justement, on crée l'organisation de l'unité africaine. Et si vous regardez la charte, ils ont pris en compte cela. Le Gabon a été pays non aligné jusqu'en 1970, le saviez-vous? C'est après que, le colon a repris la main sur nous, en ayant placé ses hommes libres, n'est-ce pas? Et nous dit, voilà, ça c'est telle direction, telle direction. J'irai même plus loin. Saviez-vous que le Gabon a servi de base arrière pour la guerre du Biafra, qui en réalité opposait une société pétrolière française, Elf, contre les Anglais. Les Anglo-Saxons. Ouais. Voilà. Alors, il fait bien de rappeler donc cet aspect. Parce que ce sont des aspects historiques, je vous assure, c'est plein. Mais il faut savoir les étager pour bien comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons. Exactement. Je vais donc expliquer aux Gabonais, aux Africains qui nous suivent un peu, pourquoi est-ce qu'une situation de crise se présente dans une zone qui est pourtant immensément riche. Immensément riche. Mais curieusement pauvre. Même si au Gabon, beaucoup de Gabonais se demandent, mais le Gabon a beaucoup de problèmes, mais où va l'argent du pétrole, où va l'argent du manganèse, où va plein de questions de ce genre-là. Effectivement. Non, il y a les lectures du problème superficiel. Oh, c'est les Gabonais qui détournent de l'argent, voilà pourquoi le pays va mal. C'est une approche superficielle que la plupart des Gabonais ont. Une approche plus profonde, c'est que souvent, il y a une élite gabonaise qui monte aux affaires par la volonté d'une puissance étrangère qui conçoit que cette élite ait les miettes en milliards, des miettes en milliards, pendant qu'elle pille le gros de nos richesses. Voilà la stratégie. Simplement, elle pille en retrait, dans l'obscurité, dans l'opacité. On ne la voit pas. Et on ne voit que les petits bras armés qui se contentent des miettes en milliards, mais des miettes quand même. Donc imaginez un peu si on n'a pas les miettes, ici on a l'ensemble de la marchandise donc, à dévorer. Je reviens donc sur le groupe de Monrovia. Rapidement. Et donc ce groupe de Monrovia va triompher en 1963 lorsqu'il va imposer l'Organisation de l'Unité africaine avec le principe d'intangibilité des frontières qui nous divise véritablement. Bien. Donc il ne faut pas s'étonner que si ce groupe a été infiltré par la France et par l'Occident, que ce groupe sert d'abord les intérêts des Occidentaux. Avec les différentes structures qui ont été créées, la CEAC, d'accord, la CEMAC, qui aurait pu être d'ailleurs une seule structure. Mais vous allez trop loin, l'UMAC. Vous allez trop loin. Les accords, le transfert des accords de compétences, depuis les années 60. Justement, voilà. Ça c'est au niveau du Gabon, mais regardez, vous avez la CEDEAO, vous avez l'UMOA, vous avez la SADC, toutes ces structures ont été mises en place, justement, pour donner un semblant, d'accord, de panafricanité, mais dans la réalité des faits, ce sont les États mis côte à côte qui travaillent sous le contrôle de la puissance tutélaire française et derrière l'Occident. Voilà la réalité. Maintenant, moi je ne pense pas que ces structures-là peuvent recevoir en leur sein des véritables panafricains. Non. Parce qu'il faut faire une différence entre un Africain qui travaille dans une structure interafricaine et puis un Africain panafricain qui travaille dans une structure panafricaniste. Ce n'est pas pareil. C'est pas la même chose. Ce n'est pas pareil. Celui qui est panafricain pense d'abord à l'Afrique avant de penser à son pays. Mais celui qui est, entre guillemets, interafricain, il vient pour le compte de son pays dans une structure interafricaine.
on l'a souvent malheureusement constaté. Et voilà pourquoi l'intégration ne se fait pas. Ouais. Elle ne se fait pas. Et les moyens ne sont pas mis en place parce que les personnes qui sont là ne croient même pas à l'ambition panafricaine d'avancer ensemble. D'où la volonté de ne pas mettre de l'argent dans des dossiers qui sont pourtant importants et qui permettent donc d'intégrer l'Afrique dans le cadre donc de la démarche de fédération qui n'est pas le projet du groupe de Monrovia, mais qui est celui de Casablanca. Pour terminer, Alors, quelle alternative? alternative, comment je vois, Ce sera votre mot de fin? oui, il y a première possibilité. La première, c'est que les institutions qui sont nées de l'obédience de Monrovia disparaissent. C'est-à-dire que ces institutions que j'ai citées là disparaissent, puisqu'elles ne portent pas en elles la vocation panafricaniste, qu'elles disparaissent, et que nous créons à côté des véritables structures qui sont dans l'esprit de Casablanca. Et là, les gens vont comprendre qu'il faut financer. Nous sommes dans la logique de l'AES. Car aujourd'hui, la structure qui ressemble le mieux à ce qu'aurait voulu le groupe de Casablanca, c'est l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Car c'est des personnes qui ont une vision, qui mettent les moyens et qui ont l'intention de travailler ensemble, dans l'esprit panafricaniste, dans l'esprit de fédération. Très bien. Ou, si on ne peut pas détruire les structures d'obédience Monrovia, mais et puis créer des structures d'obédience Casablanca, on peut alors infiltrer les structures de Monrovia, on les infiltre, et puis on les dégage de leur aspérité, on va dire, monrovienne. L'entrisme. On fait de l'entrisme, pour que finalement apparaisse, in fine, eh bien, la volonté de Casablanca, c'est-à-dire que les structures qui au départ étaient interafricaines et jouaient la carte des pays, en fait, deviennent de véritables structures panafricanistes qui travaillent pour la fédération d'un État continental africain. Monsieur Bouka, Voilà, j'aimerais ajouter... Allez-y, monsieur. Très rapidement, j'aimerais ajouter quand même que malgré toute cette bonne volonté, nous l'avons tous, il faut tenir compte d'un aspect important. Il n'est pas souvent visible, il est même insidieux, il est même pernicieux. C'est cette appartenance à l'élite africaine, à des obédiences étrangères qui sont en réalité les donneurs d'ordre. Tant qu'on ne sort pas de là, n'espérez ni croissance ni développement. La preuve aujourd'hui, vous avez commencé à dessiner une petite croissance, un développement. Qu'est-ce qu'on vous fait brandir de l'autre côté? Ah, votre pays est au endetté. Ah, si. Pourquoi? Parce que le projet est tellement ambitieux que s'il échappe au contrôle des donneurs d'ordre, rien de bon ne se prépare. Pourquoi? Pour le cas de l'AIS. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons des matériaux stratégiques comme l'uranium enrichi qui servent pour les pays en guerre. Vous savez quels sont les deux pays en Afrique qui disposent de l'uranium enrichi? Le Niger et le Gabon. Monsieur Président, oui. Si nous voulons nous faire plein de pognon à l'heure actuelle, n'est-ce pas? On peut s'en faire. C'est pour ça que je parlais de miracle, mais je vais en parler autrement. Donc, vous voyez que lorsque nous abordons ce type de problème, nous raisonnons là sur le plan économique, financier, mais nous ne regardons pas la réalité dans le fond. Parce que l'économie et la finance, c'est des sciences qui s'apprennent. Chacun peut avoir sa théorie. Mais l'état profond, lui, il est téléguidé, il est manipulé, il est fait par les autres qui ont leurs intérêts et qui, que vous le vouliez ou pas, si vous voulez avancer trop vite, placeront toujours les leurs. C'est le cas que l'AIS connaît aujourd'hui. Nous avons voulu en parler. Nous en parlerons prochainement. Si on a voulu détruire le Niger et tout, pourquoi? C'est parce que justement, il y a ce problème d'uranium qui se pose. On a voulu couper les routes d'approvisionnement et ainsi de suite. Là, c'est maintenant de la géostratégie militaire. Il faut comprendre le raisonnement stratégique avant d'aboutir aux velléités politiques. Parce que le bras armé, l'espoir de l'impérialisme, c'est quoi? C'est la force brute. Mais regardez, ils ont fait au Venezuela. Au Grenade, ils ont voulu essayer. Là, c'est l'Iran. C'est l'Iran. C'est la force brute. Parce qu'ils n'ont plus d'arguments scientifiques normaux. Économie, finance. Non. On dit, bon, écoutez, nous, on s'en fout du droit international. Maintenant, on va vous montrer qui est plus fort. Malheureusement, les États-Unis, chaque fois qu'ils ont entrepris une guerre hors de leur territoire, ils ont été battus. Il faut que les gens le retiennent. Et les Européens, qui ne sont que les valets de chambre des Américains, sont en train de le comprendre. Suivez les raisonnements sur Internet. Les valets de chambre. D'accord, donc c'est sur ces mots voilà, qu'on termine donc cette émission. Voilà, nous avons aujourd'hui deux thématiques.
La première, c'était pourquoi un haut conseil national des sages. Et la deuxième, c'était axé sur le dernier sommet de la CEMAC qui s'est tenu du côté du Brazzaville le 22 janvier dernier. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous vous remercions pour votre attention et votre confiance sans cesse renouvelée chaque vendredi. Et nous vous disons, s'il plaît à Dieu, à vendredi prochain. Inch'Allah.